Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Coucou la famille, bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Ce chaîne, vraiment, c'est mon quotidien. Que Dieu vous bénisse pour cette initiative. C'est ma première fois de raconter une histoire. Je n'ai jamais eu la chance de tomber sur des lives, mais je vais au moins laisser un voice, partager un peu mon expérience, bon, pas mon expérience, disons, ce que j'ai vécu, quoi, disons, comme dans mes rêves. Donc, je vais au moins raconter 2 rêves et j'espère avoir des explications là-dessus. Voilà. Un jour, je me suis rendue dans un village avec mon petit ami et mon fils. Mon fils, il avait à peine 2 ans lorsque nous sommes allés dans son village. Arrivé dans son village, je précise que je suis du Congo-Brazzaville. Donc, j'étais à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire. Donc, c'est dans les villages de la ville de Pointe-Noire là-bas. Voilà. Donc, arrivé dans le village, il a commencé à présenter et les gens du village commençaient à dire: hey, mais toi tu es bien, tu as trouvé une femme nordiste et tout. Ah, mais toi tu es bien et tout. Je ne voyais pas en quoi est-ce que c'était bien d'avoir une femme qui est du nord et tout. Donc, bref, je passe. Donc, la première nuit, on a bien dormi. Moi, pendant la nuit, avant de me coucher, j'ai fait ma prière. J'ai dit au Seigneur: Seigneur, je te dis merci pour tout. Et j'aimerais que de la même manière que nous sommes arrivés ici, moi et mon fils et mon petit ami, c'est de la même manière que nous allons rentrer dans notre ville. Donc, que tu nous protèges jusqu'au jour où nous allons quitter ce village. C'était ça comme la prière que je faisais. On a passé la nuit, 2 jours, 3 jours. Au bout d'une semaine, un jour, je dors la nuit. Je vois une vieille dame. Cette vieille dame, elle était un peu courte, elle avait attaché le foulard sur la tête avec un cinglé bras cassé et tout, avec le pagne. Elle est venue se mettre devant le lit où je dormais avec mon petit ami et l'enfant. Donc, elle était là, elle faisait que me regarder. Dans le sommeil, j'étais en train de dormir. Elle me regardait avec insistance de genre, mais qui est cette fille? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donc, elle ne connaissait pas. Elle me regardait de la manière qu'on pourrait dire que non. Elle cherche à savoir qui est la personne. Elle me regarde avec insistance. Elle approche son visage. Elle me regarde. Je commence à dire: Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne te connais pas. Mais qui es-tu? Seigneur Jésus, Seigneur, je crie, je sursaute. Jésus! Je ouvre les yeux. Mon petit ami se réveille et me dit: qu'est-ce qu'il y a? Je dis: non, rien. C'était juste un rêve. On se réveille le matin. Toute la journée, je ne faisais que penser à ça. En fait, c'était tellement réel, si bien que je ne comprenais pas qu'en fait, qui devait être cette personne-là. Je n'ai rien dit. Quelques jours après, c'est la même vieille qui revient encore dans mon sommeil. Cette fois-ci, elle soulève carrément le moustiquaire, elle fait rentrer sa tête. Elle me regarde avec insistance, elle monte, elle me regarde de la tête aux pieds. Elle me regarde d'une manière très insistante. Elle a carrément approché son visage de la mienne. J'ai eu peur. J'ai commencé à prier. Je me suis réveillée. Dès que je tourne comme ça, je mets ma main à côté. L'enfant n'est pas sur le lit. J'ai dit: Seigneur, où est mon fils? Je mets la main comme ça. L'enfant était tombé en bas du lit. Il s'est accroché avec le moustiquaire. Je tire l'enfant. Je mets contre moi, contre ma poitrine. Je le serre très fort. Je dors. Je me réveille. 2, 3 jours encore est passé.
Et je suis en train de dormir, je suis en train de rêver, je vois un homme balèze, de taille, très élancé. Il était en costume avec un gogo sur la tête, bien chaussures et tout et tout. Il marchait, donc j'entendais seulement le son de ces chaussures-là qui faisaient coq, 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 comme s'il venait vers moi, comme s'il partait. Donc je ne comprenais pas sa position. Je me disais, ah, mais c'est qui là? Un grand monsieur comme ça là. En tout cas, il était vraiment élancé. D'un moment, j'entends les bruits dans la chambre d'à côté, là où dormait la petite maman de mon petit ami, celle qui nous avait accueillis dans le village. Je l'entends là-bas parler, crier, laisse-moi, 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 je ne suis pas ta femme, laisse-moi. Elle criait. Elle dormait avec son mari aussi, son petit ami, parce que ce n'était pas vraiment son mari. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Jusqu'à quand? Vous allez continuer à la torturer? Et ça bavardait là-bas, ça bavardait. Après, à un moment donné, ça s'est calmé. Le matin, on s'est réveillé. On est resté là autour du feu avant d'aller au champ parce que on commençait à faire un four du charbon et tout. Donc, il fallait manger et tout, se préparer pour aller dans la brousse. Alors, je commence à expliquer. Je dis que non, en tout cas, c'est bizarre. Ces derniers jours, j'ai eu à rêver une vieille dame. Elle était comme ça, comme ça. J'ai expliqué, j'ai détaillé. Les deux se sont regardés. Ils ont dit que non, c'est ma grand-mère. Mon petit ami qui me dit que c'est ma grand-mère. De la manière que je l'ai vue, c'est comme ça qu'elle était. Elle commençait à rire. La maman commençait à rire, mon petit ami commençait à rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Que non, c'est tout à fait normal. Elle est venue te voir parce qu'elle ne te connaît pas. Avant de mourir, elle avait juste vu la femme de mon grand frère. Donc, elle ne t'a jamais connu de son vivant. Ici, c'est son village. C'est ici qu'elle est décédée. C'est ici qu'elle est enterrée. La raison pour laquelle elle est venue te voir. Moi, je dis, ah, parce que la manière de me regarder, c'était pas ça. Je dis, ah bon. Donc, le rêve était tellement réel. Et après, j'ai encore dit que j'ai aussi rêvé un monsieur comme ça, j'ai détaillé la personne. Ils m'ont dit que non, c'est notre oncle, c'est lui qui est le mari de nuit de maman. Il vend du poisson de la mer au marché et tout, et tout, et tout, et tout. Il s'appelle un tel, prénom, supposons un nom d'emprunt, il s'appelle Boris. Il vend au marché le poisson de mer et tout. Moi, j'ai dit, ah bon, oh oui, c'est lui. Donc voilà pourquoi elle criait la nuit. Donc ils ont déjà essayé de marcher de gauche à droite. Ça tombe toujours sur lui qu'il est le mari de nuit de leur maman. Ah, mais donc jusqu'alors, vous ne faites que regarder la situation. Vous ne pouvez pas vraiment trouver des solutions. Le jour où nous sommes rentrés en ville, un jour, je me suis rendue dans le marché où on m'a dit, il vendait, j'ai vu la personne textuellement comme je l'avais vu dans mes rêves. Textuellement comme je l'avais vu dans mon rêve. J'ai dit, waouh. Ils m'ont dit que non, tu as eu une tête ouverte, oh, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, oh Seigneur. Donc, les rêves, à des fois, ce sont des choses que nous voyons dans les rêves. Ce ne sont pas seulement des rêves, ce sont des choses réelles. C'était ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMJ, j'espère que vous allez très bien. Je vais profiter de cette petite enfant que j'ai pour vous raconter quelques histoires si j'arrive à les faire. La première histoire que je vais vous raconter, vraiment, j'ai pas de titre pour cette histoire. Alors, l'histoire se déroule l'année dernière. Je suis allée en visite chez un parent enterrement, je ne vais pas dire qui c'est précisément. J'ai fait le signal à la personne que je viens. Il sait, mais c'est pas quand j'arrivais. C'est pas quand j'allais venir. Alors, j'arrive. Le premier jour, je vois ceux qui sont à la maison, on passe la soirée ensemble et tout et tout. Le parenté travaillait la nuit, le lendemain, il devait travailler le matin. Le matin, quand je me lève, le parenté est déjà sorti. Vous êtes toute la journée à la maison et après, une amie à moi qui est pas loin de cette ville, me contacte, me dit genre, ok, t'es là, t'es dans le pays et tout. Est-ce qu'on peut se voir? Ah, bien sûr, parce que avant j'étais d'abord dans ce pays-là. J'ai décidé, ok, pourquoi pas, je parle pas ma copine qui était avant ma colocataire, ouais, quand j'étais à l'université. Je peux la rencontrer. Elle était donc déjà en train de ma ville à sa ville, c'était 1h30. Genre, fastoche. Aller-retour 3h, ça ne tue personne. 1 heure max. Aller-retour 2h, 2h30 max. Ça ne tue personne. Je pars, elle et moi on se voit, on part dîner, on se balade, on fait le shopping et tout. Comme ça, quand je rentre,
madame, peut-être que j'ai pas vraiment regardé l'heure. Je rentre, j'ai raté le premier train, j'ai pris le deuxième qui était à 21h. Je devais arriver dans ma ville là à 22h. J'arrive dans ma ville à 22h ce soir-là. Quand j'arrive, malheureusement, il n'y avait plus de bus. Il n'y avait plus de bus à prendre. Et les taxis, vraiment, la distance que je devais faire, c'est 15 minutes, 12 minutes à pied. Je me suis dit, au lieu de payer autant d'argent pour prendre un taxi, c'est bien mieux que je marche parce que, d'abord, c'était un temps, il faisait vraiment, il y avait cette fraîcheur-là. Je peux même pas oublier. J'ai décidé de marcher. Je marche. Et en marchant, j'étais sur mon téléphone, j'étais en train de t'écouter. C'est comme ça que, parce que j'étais presque arrivée chez moi, où j'étais. C'est que pour arriver où j'étais, je devais traverser la route. Mais c'est qu'à cette heure-là, vraiment, c'était à 23h, il n'y avait pas de voiture en route. Genre, j'étais comme si je marchais seule. Quand c'était comme si je marchais, c'était un peu un week-end. C'est pas un jour d'école de travail. C'est comme si je marchais seule. Genre, je marchais avec des histoires dans les écouteurs. Là, non, j'arrive au niveau que je dois traverser. Regarde à gauche, à droite, il n'y a aucune voiture. D'où j'étais, je pouvais voir la voiture qui est peut-être même à 700 km qui est passée. J'avais l'occasion de voir ça, c'est-à-dire que j'étais au milieu de la route pour traverser. C'est que je pouvais voir à gauche, à droite, les voitures sont vraiment, vraiment loin. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois rien. Et la route, c'est même pas une longue route. La route, genre, pour la traverser, c'est maximum, je peux même pas dire, c'est maximum moins de 100 mètres. Non, quand même 100 mètres. C'est même beaucoup. Genre, c'est peut-être 10 ou 15 pas. Entre 10 et 15 pas. Alors, quand je me retrouve au milieu de la route, une voiture sort de nulle part. J'écris Jésus et je me retrouve de l'autre côté, qui n'était même pas loin. Je me tourne, il n'y a pas de voiture. Je suis en train de paniquer. Je ne comprends pas ce qui arrive. Je prends directement, j'appelle ma grand-mère. Je dis, maman, voici ça est arrivé et tout, je ne sais pas, je ne comprends pas. Elle me demande que, j'ai dit, maman, je me suis tournée directement, j'ai voulu guetter où la voiture est passée, mais genre, j'étais genre dans un rond-point, genre, tu pouvais voir tous les côtés. Il n'y avait pas de voiture, mais moi, personnellement, j'avais une voiture filée sur moi. Elle m'a ramené l'esprit tout et tout. Puis, exactement, c'est que directement après cet incident, la personne qui vivait chez mon parenté me dit carrément que le parenté en question est rentré et là maintenant il est en train de crier à la maison que je dois quitter la maison et tout, qu'il ne veut pas me voir ici, il a mis mes bagages dehors. I was like, comment est-ce que directement, quand j'esquive une voiture, directement, on a failli me cogner. Directement, quand j'ai dit ça, j'appelle ma grand-mère, je dis, vas-y ça. Elle me dit seulement, prends tes choses, tu rentres. Elle me dit, il a mis dehors, prends tes affaires, tu rentres. Et comme moi, mon billet d'avion était genre à quelques jours de ça, j'ai décidé alors de prendre un hôtel et séjourner là-bas et je suis rentrée, j'ai bloqué le parenté parce que je ne savais pas ce qui s'est passé. Alors, c'était ça la première histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir la team. C'est la reine de Nkomo depuis le Gabon. Alors, je viens vous raconter une histoire. Une histoire un peu comme les autres, mais vraiment une histoire toujours qui nous fait mal au cœur. Alors, c'est l'histoire d'Adiara. Adiara est une jeune fille, ça se passe au Gabon. Adiara est une jeune fille, une jeune gabonaise, toute jeune mais qui est orpheline. Elle est orpheline de père et de mère. Et lorsque ses parents meurent, elle est toute seule. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur.
Et vous-même, vous connaissez comment ça se passe dans les familles maternelles, côté maternel, côté paternel. Quand il n'y a pas quelqu'un de courageux, les enfants, les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'Adiara est restée seule, grandissant comme ça. Et elle s'est quand même battue. Elle se battait dans la vie, en fait. Elle essayait de d'éclore, elle essayait de faire des petites choses, mais elle sentait que sa vie était bloquée quelque part. Parce qu'elle dit que chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose, là où quelqu'un passe une fois, elle, Adiara, elle est obligée de doubler ou de tripler ses efforts pour être acceptée, pour réussir quelque chose. Par exemple, si c'est le bac, les moins intelligents viennent même, ils gagnent et tout, vite. Mais Adiara, malgré son intelligence, va peut-être faire le bac 2, 3 fois. Et c'est comme ça que dans la foulée, elle rencontre un homme. Ils ont appelé cet homme-là Moussavou. Monsieur Moussavou rencontre Adiara et dit à Adiara que bon, moi, je suis un homme marié, mais tu me plais bien, j'aime bien te voir et tout. Mais ce qui étonne Adiara, c'est qu'elle se dit, mais elle n'est pas aussi jolie que ça en fait. Elle se dit que mais elle n'est pas aussi coquette parce que déjà elle n'a pas assez de moyens pour se coller des beaux ongles, pour avoir des beaux tissages. Elle n'a pas le temps de... Elle n'a pas les moyens de se faire même un make-up simple. Mais elle se dit, bon, chacun a sa chance, quoi. Alors, M. Moussavou est ravi de rencontrer Adiara. Il invite Adiara dans les grands restos de Libreville. Et à chaque fois, il donne à Adiara des grosses enveloppes. Chaque fois, parfois c'est 800 000. Parfois c'est 500 000. La première fois que Adiara a vu une enveloppe de 800 000, elle dit qu'elle a compté ça au moins 5 fois. Tellement elle était dépassée, elle se disait qu'attends, elle rêve ou quoi. Adiara reste comme ça, Adiara dit non. Mais après, elle prend son mal en patience. Le monsieur, la deuxième rendez-vous, le monsieur lui donne 1 million. Oh! C'est là où Adiara se dit que, peut-être que ce sont ses parents qui viennent de l'au-delà, ou c'est Dieu, ou c'est qui. En tout cas, elles se sont vraiment privilégiées. Voilà comment Adiara est là avec le monsieur, tout ça. Au début, le monsieur lui donnait l'argent comme ça, peut-être 4-5 fois. Le monsieur Moussavou a donné beaucoup d'argent à Adiara. Et maintenant, le jour arrive où monsieur Moussavou demande le Mougouli. Vous connaissez le Mougouli? Monsieur Moussavou dit non, il veut maintenant le Mougouli. Mais Adiara a dit, mais qui suis-je pour te refuser le Mougouli, puisque tu as tellement banqué. Quand Adiara regarde comme ça, il dit que le gars a déjà donné près de 3-4 millions. Est-ce que vous voyez donc, elle s'est dit, bon, même s'il est marié, peu importe, bon, l'essentiel est qu'elle trouve son compte et puis le reste, basta, quoi. Mais seulement, ce jour-là, quand M. Moussavou fait le Mougouli à Adiara, Yahweh, Adiara dit que on ne lui a jamais fait le Mougouli comme ça. Parce que le monsieur l'a cavé. Est-ce que vous voyez, le monsieur l'a cavé. Le monsieur a pris de l'orteil à la cheville, au genou. Vous connaissez, remonter. Elle dit, le monsieur n'a laissé aucune partie de son corps. Le Mougouli là a duré, si c'est combien d'heures dans la cave, avant de finir comme vous connaissez là. Mais Adiara a dit que quand elle est sortie de là, non seulement elle était fatiguée, mais elle se sentait comme si on avait tout pris en elle. Elle sentait qu'elle n'avait plus d'énergie. Mais elle s'est dit, bon, sûrement c'est la fatigue en fait. Et ça a continué comme ça. Le monsieur Moussavou l'invitait, le monsieur l'invitait à gauche. Et chaque fois, il donnait de l'argent et tout. Maintenant, quand il avait Mougouli la fille comme ça, il ne lui donnait plus trop d'argent. Vous voyez un peu. Il peut même faire, il part comme ça, là, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne l'appelle pas. Quand elle appelle, il zappe. Il fait des trucs en fait. Bon, elle s'est dit, bon, avec ce qu'elle a eu, elle peut essayer de se gérer. Mais elle a aussi remarqué qu'elle ne faisait rien avec cet argent-là. Elle disait, quand elle achète des montres de luxe, soit on lui vend cette montre-là, soit elle perd ça. Elle pouvait s'acheter des habits, ça passait toujours quelque part. En fait, elle ne comprenait rien, mais vous voyez les jeunes filles là, elles se disaient, ça va aller. Si je veux encore, il viendra me donner ou je veux encore trouver en fait. Et c'est comme ça. Et puis après, elle ne comprenait plus rien. Au bout de 3 mois, le monsieur revient. Quand il mougoulait encore la go, il mougoulait, il cave, il fait comme ça, il fait. Donc c'est comme ça qu'après, elle ne se sentait plus bien.
Elle a dit, elle a fait 1 an de relation avec le monsieur. Et pendant les 1 an, le monsieur, hein, voilà. Tantôt il part, tantôt il revient et tout. Mais c'est qu'elle a commencé à s'intriguer, à se poser un peu de questions. Voilà. Elle se posait des questions. Et puis, elle dit, en fait, qu'elle a la tête ouverte. Elle a commencé à rêver. Au bout d'1 an, à part la fatigue, à part les petits trucs, mais elle a commencé à rêver. Et dans son rêve, on venait lui dire que, petit, n'accepte plus que l'homme là te cave. N'accepte même plus qu'il te touche, même pas de manière normale. Mais, elle disait qu'elle a galère. Quand le monsieur part comme ça, là, il fait même 3 mois. Donc, l'argent qu'il lui a donné là, ça finit, non? Elle a encore oublié. Quand il revient, lui-même, c'est comme s'il sent même que l'argent est déjà fini. Quand il revient, il donne encore. Donc, elle n'a pas tenu compte du rêve 1 fois, 2 fois. Mais quand elle dépassait déjà les 1 an, 3 mois, 4 mois, le rêve revenait. C'était toujours une dame. Et dans son rêve, la dame est maintenant venue lui indiquer que bon, au niveau là où tu es, si tu continues de faire le mogoulier avec l'homme là, il va te tuer. Il va te die, quoi. Il va te ja, comme on dit. Donc, fais attention. Ne mogoulis plus avec lui. Faut plus qu'il te cave, faut plus qu'il te mogoulisse. Rien de tout ça. C'est là où un jour, elle s'est bien réveillée et elle a compris. Elle a commencé à divaguer, aller un peu dans les églises. Elle va là-bas, l'église catholique. Oh, c'est pas ça. Elle va là-bas et tout. Elle se perdait un peu. Et c'est comme ça que un énième rêve, donc toujours dans son rêve, on est venu lui dire que non. On lui a montré une plante. On lui a dit que voilà, ce n'est pas à l'église que tu dois aller. Ça, c'est elle-même qui raconte. On lui a précisé qu'il faut aller chez les Noirs. Il faut aller te faire initier. On l'a même indiqué dans le rêve la précision d'une vieille maman, comme ça, on l'a montré même le visage de la maman. On l'a montré le visage de la maman dans le rêve. Et moi, entre parenthèses, je vous dis que ça existe. Moi-même, j'ai déjà eu ce cas. C'est-à-dire, j'ai traversé des moments difficiles. Et franchement, dans un rêve, Dieu m'a donné le nom de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Voilà. On ferme la parenthèse. On revient sur Adiara. Et c'est comme ça que, quand Adiara se réveille le matin, elle cherche maintenant la maman là. Elle se renseigne à gauche. Est-ce qu'on ne connaît pas telle maman qui fait comme ça, qui fait comme ça? Dieu aidant, elle trouve la maman. Quand elle s'assoit, c'est là où la maman lui regarde. La maman lui dit, mais moi je t'attends depuis. C'est comme si le message était aussi allé chez la, pas comme si le message aussi, Dieu a transféré le message chez la maman. Il dit que, mais le premier jour que l'homme l'a t'a mogoli, il a tout pris. Elle ne comprenait pas. Il dit quoi? Il dit que le gars t'a pris toute ton énergie. Elle dit que, mais effectivement, ce jour-là, je me suis sentie vide. Elle dit exactement. Le vide là. Tu te sentais légère. Comme si tu étais anémie. Elle dit ça. Elle dit c'est ça. Le monsieur l'avait tout pris. La sémence de la femme là. Il avalait ça. Elle dit oui, c'est ça. Il avalait que moi-même. Elle dit qu'elle était même dépassée dans la cave là que le monsieur lui avait fait. Bon, elle voyait le délire. Elle voyait le délire. Mais la maman lui a dit que non, c'était pas le délire. Il t'a mis en confiance pour mieux te manipuler après. Il dit, mais voilà pourquoi. Chaque fois quand il partait, il avait déjà tout pris. Et là-bas, quand il est parti, son business a grandi, son business a explosé en fait. Son business a explosé, c'est-à-dire qu'il est devenu 10 fois plus riche en 1 an. Le jour qu'il t'a cavé, il a su lui-même comment il a transféré ça dans sa propre richesse. Adiara était dépassée. C'est comme ça que la maman a commencé à travailler sur Adiara. Faire les bains et tout, les seaux. Il lui faisait des trucs, il lui faisait préparer des sauces avec des légumes, les légumes naturels de la forêt là. Il lui faisait des bouillons même à mélanger avec les plantes dedans, elle buvait. Toujours pour restaurer tout ce qui lui a été pris. Adiara a fait chez la maman là, je pense 3 mois de traitement. Hein. D'après ce qu'elle m'a dit, elle a fait 3 mois de traitement et elle est sortie de là-bas requinquée. Oh, c'est-à-dire que la maman là travaille avec une seule âme, avec un seul cœur. Oh, vraiment, quand les gens ont le don
C'est pour montrer seulement que quand quelqu'un a un don et qui sait l'utiliser pour faire le bien, c'est ça là. C'est ça que ça donne en fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça qu'Adiara s'est retrouvée. Après, la situation, elle avait beaucoup fané. Elle avait fané, elle avait vieilli. Ses parents lui disaient même que celle-là, c'est sûr qu'elle a même attrapé la maladie des 4 lettres. Tout le monde disait maintenant ça, tellement elle était devenue que Rikiki. Elle avait maigri. Voilà comment la maman là a fini de requinquer Adiara. Au bout de 3 mois, Adiara est revenue belle, joyeuse. Et puis son côté qui est bloqué un peu là aussi, la maman a dit que c'est le côté maternel, c'est le côté de sa mère, ses tantes, qui ont vu que son étoile devait, elle devait vite se lancer dans la vie et vraiment réussir. Donc, ils avaient aussi bloqué ça. La maman là a tout travaillé. Elle a travaillé et puis elle est venue payer la maman là après. Elle avait le peu qu'elle avait, elle avait donné à la maman qui l'a soignée. Et elle venait maintenant payer un peu, jusqu'à ce qu'elle a terminé de payer. Donc, après, la maman l'a dit à Adiara que bon, maintenant, là, il ne faut plus essayer de repartir avec l'homme. Adiara a dit que maman, la manière que je t'ai vidée, je ne peux plus. Et la maman lui a donné des consignes, comment elle devait vivre maintenant avec les hommes. Quand un homme lui fait ceci, quand un homme lui fait cela, elle devait reconnaître avec discernement quel comportement adopter et quel genre de relation sexuelle il faut avoir avec un genre d'homme. Quand il te demande ceci, il faut savoir que c'est cela. Parce que le monsieur Moussavou lui demandait même la deuxième puce. Monsieur Moussavou lui demandait la deuxième puce. La maman là, lui a même dit que si tu essayais de donner la deuxième puce là, tu devais même plus durer. Tu devais peut-être faire 2-3 mois. Allez, tu devais déjà complètement. Oh, on peut faire ça. Oh. Et c'est comme ça qu'Adiara a repris sa vie. Et le monsieur est revenu. Le monsieur est revenu. Peut-être 2 mois plus tard, il a recommencé à appeler Adiara, a commencé à la menacer même. Oh, tu penses que quoi? Que là où tu es parti, tu penses que tu pouvais m'échapper? Tu penses que... Oh, donc il avait même su en fait. Il avait su qu'Adiara était parti se faire traiter. Menacer Adiara, manipuler Adiara. Adiara avait seulement, elle faisait seulement lu, vu, ignoré. lu, vu, ignoré. Ce qui faisait que maintenant Adiara, elle a bloqué. Elle a cassé la puce, elle a jeté. Le monsieur cherchait toujours les voies et moyens. Elle a déménagé là où elle habitait, là où le monsieur connaissait. Adiara était décidée. Elle a dit que ça là, elle me disait que la grande, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un chez qui je pouvais même aller pleurer. Elle dit que c'était seulement que dans les prières, je priais Dieu. Si Dieu ne m'avait pas montré cette maman-là dans le rêve, la grande, elle me dit la grande, qu'est-ce que je devais devenir? Je dis que maman, il y a toujours quelque chose pour quelqu'un. Dieu est là que tu vois. Dieu est là pour tout le monde. Plus même encore pour les orphelins. Parce qu'il sait que tu n'as personne pour te diriger. Tu n'as personne. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça que Adiara a terminé. Elle a repris sa vie. Elle est repartie à l'école. Elle fait des formations. Elle a repris. En même temps, elle fait des petits boulots. Et puis, je l'ai aussi conseillé que, Adiara, tu as vu, non? Elle me dit, la grande, si je refais encore l'erreur, ou mieux, je m'en vais même m'asseoir au marché, je vends ma tomate. Je ferme mes pieds et puis j'essaie de réfléchir comment faire. Donc, voilà l'histoire d'Adiara. Vous-même, vous connaissez la suite. Donc, continuons de liker, de partager et de commenter. Gros bisous à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. BMG, bonjour. Oui, je ne vais pas me présenter comme la coutume. Oui, je vous contacte pour vous faire part d'une de mes histoires. Bon, je ne sais pas si ça va sensibiliser. Bon, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement, mais c'est plutôt... ça m'a beaucoup frustré en fait. Oui. Donc, l'histoire s'est passée en 2013, lorsque je travaillais pour une entreprise qui nous a affectés du côté de IDEA, précisément, mais je ne vais pas dire le quartier, je ne vais pas préciser le quartier ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on m'a affecté,
j'arrive pour m'installer l'entreprise avec une villa, une villa dans laquelle on logeait tous les employés qui exerçaient dans la ville. Oui, dans la ville, précisément. Et là, du coup, quand j'arrive, je m'installe, mais je m'installe plutôt avec un collègue dans sa chambre. Parce que là, je n'avais pas encore équipé ma chambre. Bon, j'attendais la validation du budget d'installation. Chose qui a été faite bien sûr plus tard. Mais avant, j'ai d'abord dormi quelques semaines, 2 à 3 semaines, avec mon collègue, qui eux étaient déjà installés là-bas, et qui étaient mes subataires bien sûr. Bon, voilà, quand je décide donc de prendre ma chambre, oui, je prends ma chambre du côté, en fait, d'un côté opposé à lui. Oui, et juste dans mon couloir, il y avait aussi un collègue qui était là, qui avait, en fait, un collègue qui vivait dans la chambre d'un ancien collègue aussi, qui avait été affecté, en fait, qui s'est déplacé, qui a euh, forcé une affectation et qui a été affecté dans une autre ville proche. Et qui est parti, bien sûr, qui a abandonné tout ce qui était dans sa chambre. C'est un autre jeune homme qui est venu occuper. Et ce jeune homme-là, chaque week-end, il y avait sa femme qui arrivait là. Bon, ça, je peux dire sa copine, il n'était pas marié. Sa copine avec qui il avait un enfant et cet enfant était handicapé. Un peu comme des Mongols, un peu là et tout, oui. Cet enfant, chaque soir qu'il arrivait, et le petit, il était quand même chrétien. Oui, il était chrétien. Chaque soir, j'entendais les pleurs. Le petit pleurait chaque soir, le petit pleurait. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il ne me mettait même mal à l'aise, j'étais obligé de mettre des coutons dans les oreilles vu que j'étais à la chambre voisine avec eux. Oui, voilà, un jour, je rentre. Bon, j'avais pris quelques verres en plus avec des collègues. J'arrive et je me couche. Quand je me couche, et avant ça, quand j'arrive d'abord dans le quartier, le jour où j'arrive, je vous assure, j'avais la chair des poules. J'avais la chair, pour rien comme ça, mais je me sentais pas à l'aise. Je regardais, l'environnement ne m'intéressait pas trop au point où j'ai voulu prendre ma propre chambre en créant des petits motifs, mais les collègues m'ont dit non, tu sais, quand tu viens d'arriver, il faut d'abord, viens pas ici, comme la société paye ici, c'est gratuit pour nous, machin truc, parce que si tu décidais de prendre ton local ailleurs, là, ça revenait à tes frais. Par contre, si tu venais loger dans la résidence, on peut dire une grande résidence, une villa, la villa de la société, là, c'était gratuit. Mais du moment où tu décidais, c'était à tes frais. Mhm. Bon, c'était pas compliqué de comprendre. Voilà, du coup, j'arrive, comme je vous disais, j'ai eu la chair des poules et tout, mais c'est passé. Vous savez, vous n'allez pas interpréter, c'est des choses qui arrivent. Comme on dit souvent, j'ai un sixième sens, mais parfois on dit, bon, peut-être c'est l'intuition juste ouais, qui nous passe, qui nous fait un petit tour. Bon, j'arrive maintenant le soir, je dors. Je viens, je me couche, en fait, j'ai même pas dormi. Quand je me couche, en moins de 2 minutes, j'étais même pas ivre, j'avais juste pris quelques 3 bières, oui. Parce qu'à ce temps-là, je consommais quand même. 3 bières n'allaient pas me déranger du tout. Oui, là, je me couche, je regarde du côté du mur de ma chambre, oui, et je donne le dos au côté de la porte. Et là, du coup, le dressing était du côté de la porte et il y avait une réglette. Comme c'était un bâtiment, moi, j'étais plutôt du côté d'en bas, donc en haut, c'était pas le plafond, c'était plutôt la dalle. Donc là, du coup, la réglette était opposée au côté du mur que je regardais. C'était pas collé sur le plafond. Là, d'un coup, c'est comme si j'étais endormi, mais j'ai réussi à voir. Je vois l'ombre de quelqu'un, un être humain, qui passe derrière, du côté de la réglette. Quand ça traverse, donc ça traversait ma chambre. Je fais un sursaut, du coup, j'ai dit, ben, en tout cas, j'ai rien vu. J'ai remarqué que peut-être je dormais. Mais jusque-là, la chair de poule, parce que quand un esprit passe à côté de toi, tu ressens une chair de poule. Du coup, c'est-à-dire la peau était comme la chair de la poule réellement. Plein de chair de poule là. Et la chambre est devenue glaciale. Je me retourne, je me dis peut-être que bon, voilà, peut-être c'est un papillon, les papillons de nuit là, parce que juste à côté, il y avait une petite brousse. Oui, je me dis peut-être, bon, je regarde, moi, chez les anti-moustiques qui sont là, les nacos, je n'ouvre jamais. La porte est quasiment fermée presque toute la journée.
Bon, je regarde, je cherche le papillon, je ne vois pas le papillon. Je cherche même un lézard, je ne vois pas de lézard. Je me dis peut-être, bon, vous savez, quand un insecte passe au niveau de la réglette, il y a un reflet d'ombrage que vous regardez, d'ombre. Oui, je regarde, je ne vois rien. La chambre est totalement clean. Après, je dis, bon, c'est pas un souci. Je me rendors, je me suis rendormi. Je dors, je dors, je dors, je dors. À un moment donné, je vois encore le reflet. C'est-à-dire, le reflet passait, quand ça passait, j'étais obligé de voir. Je sais pas si, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Je me couche, je ne sais même pas combien de temps j'ai dormi. Quand je regarde, je me rends compte que j'ai dormi pratiquement 2 heures de temps, 2h30. Et au moment du retour du reflet, à ce moment-là, j'étais comme éveillé. Moi, mais je ne savais même pas que j'étais éveillé, en fait. En fait, tout ça, c'est des choses que je me disais que c'est juste des petits, un faux sommeil, un cauchemar. C'est là où je revois le reflet rentrer. Maintenant, le reflet est passé. D'où c'est venu, d'où c'est parti, c'est rentré. Et ça passait à travers les murs. Et quand c'est passé, le petit, puisque la chambre était opposée à la mienne, donc en fait, quand ça passait aussi dans leur chambre. Quand le petit a commencé à pleurer, peut-être 10 minutes après que ce soit passé, le petit a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'est là où je me réveille, je viens, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand un enfant pleure quand même dans la nuit, tu viens, tu demandes, qu'est-ce qui se passe souvent? Pourquoi il pleure comme ça? Il faut le baisser, il faut faire ceci. Bon, le petit n'était plus, c'était plus un bébé. C'était un enfant déjà un peu de 3 ans. Sauf qu'il avait un problème de développement. Oui. Voilà, bon, je laisse passer. Je traverse. Voilà, j'ai fait venir une copine une fois. Je l'ai fait déplacer, je l'ai fait venir loin où je travaillais. Elle est venue, elle a passé le week-end. Le soir où elle passe le week-end, quand elle rentre, ce soir-là, elle rentre le dimanche soir, dimanche matin, je voulais dire. Et du coup, nous sommes allés encore prendre quelques pots avec des amis. Quand je rentre le dimanche soir, je me couche aux environs de 21h, 22h. Nous sommes rentrés, je me couche ce soir-là. Quelqu'un arrive. Bon, quand il dit quelqu'un, ce soir, je suis couché. Après, j'entends comment le lit entre en profondeur parce que vous savez, j'avais un matelas neuf. Vous savez, quand vous venez d'acheter un matelas très neuf, quand vous mettez une pression là, quand vous levez la pression, vous ressentez qu'il y a eu présence d'une pression par là. C'est là où j'ai ressenti quelqu'un couché derrière moi. Parce que quand je me couchais, je regardais toujours du côté du mur. Oui, parce que moi, je me couchais selon une position précise pour avoir du sommeil. Oui. C'est là où je ressens une pression derrière moi. Bon, comme j'ai dormi 2 jours avec une fille, donc dans mes songes, je me disais que bon, voilà, c'est toujours peut-être. Mais quand je fais un sursaut, je dis non, mais la fille est rentrée aujourd'hui, le matin. Je me retourne là, je ne retrouve pas personne, mais j'ai senti quelqu'un coller à moi. Quand je me retourne, je regarde là, parce que le lit, moi, je me couchais bien dans mon coin. La personne était couchée derrière moi, à peut-être 50 centimètres, parce que c'était un grand matelas. Je vois une pression qui remonte. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je dis que, mais c'est quoi ça? Il y avait quelqu'un ici. Je ne comprends pas. C'est là où je me rendors. Bon, là, jusque-là même, j'ai pris le courage. Je me suis recouché. Je me suis rendormi. Quelques instants après, parce que tu n'arrives pas à déterminer exactement le temps que tu as dormi, ou c'est 10 minutes, ou c'est 30 minutes, tu ne sais même pas, où c'est 5 minutes. Là, maintenant, la personne se couche derrière, m'embrasse, me serre en me tirant. Donc, avec la personne me serre, après, je fais que me débattre, je dis, oh, laisse-moi, dis donc. La personne me tire que regarde-moi. Je dis, je ne te regarde pas. Toi, c'est qui? Donc, je suis en train de parler sans savoir que je parle. Voilà. Du coup, je commence à dire Jésus, 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 Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ dans mon rêve. En fait, dans mon sommeil endormi, je ne sais même pas si je dormais ou pas. Mais j'ai dit Jésus, laisse-moi, Jésus, laisse-moi. Quand il dit laisse-moi, bam, elle parvient à disparaître. Bon, elle est partie. Quand je me retourne, je vous assure, j'ai senti la main. La bille était froissée. J'ai senti qu'il y a quelqu'un qui m'a arrêté, qui me tirait. Il a dit, à force de tirer mon bras, après tourne-toi, tourne-toi. J'ai senti le mal là sur le bras. Je me suis levé. Moi, je ne veux pas vous mentir. Tout ce que je faisais, c'était seulement des petites prières de 1 minute. Je ne vais pas vous dire si j'allais à l'église ou pas. Non, non, du tout. Rien, ça ne m'intéressait pas. Quand je me réveille,
Je m'en vais, je toque la chambre du jeune homme qui était à côté de moi, que son fils pleurait, parce que lui, c'était un croyant. J'ai dit, gars, je veux te causer. Il était dedans avec sa copine qui était venue, oui, puisqu'on était le dimanche soir là. Oui, elle devait rentrer peut-être mardi ou lundi. Moi, je viens, je l'appelle, je lui dis, gars, viens. Gars, tout à l'heure là, c'est la magie. Je te dis qu'il y a quelqu'un dans la chambre aussi. Le gars me dit, il sourit. Mais je dis, gars, tu souris comment? Je te dis qu'il y a quelqu'un dans la chambre aussi, mon frère. Il y a quelqu'un qui est passé là. Et la personne est revenue jusqu'à se coucher sur mon lit. Je te dis que quand j'explique, le gars est debout en train de se moquer de moi de manière posée. J'ai dit, mais ne ris pas, petit. Je te dis que c'est vrai. Le gars me dit, gars, je sais. Tu crois que mon fils qui pleure chaque soir là, il pleure quoi? Il y a une présence qui traverse ici. Ça doit être un axe lourd. Merde. Je dis l'axe lourd de quoi? Il me dit, ça doit être un axe lourd, un passage des esprits. Parce que bon, ils ne font pas du mal jusqu'ici, mais ça doit être un passage. Mais si tu me dis qu'ils sont déjà venus jusqu'à s'arrêter dans ta chambre parce que mon fils pleure à chaque fois, moi je fais mes prières, je fais ceci, machin. Et je dis, mais toi tu connais un pareil truc et toi tu ne m'informes pas comment? Il dit, mais si je t'informais, tu allais croire. Il dit, je ne crois pas comment, mon frère. J'allais croire. C'est là où le gars m'explique, j'ai dit que, mais... Et le monsieur qui occupait aussi la chambre, là, c'était un frère du village. On s'était familiarisé d'un coup le premier jour qu'on s'est vu. On s'est vu, le sang a collé, on marchait ensemble de temps en temps. Mais lui aussi, il avait un handicap, du genre un petit AVC, une attaque, vous appelez ça comment? Il avait eu une attaque, oui. En fait, il me disait qu'il a eu une attaque. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Ça lui a juste légèrement déformé un peu la mâchoire, légèrement. Oui, bon, moi j'ai cru sa version, mais il ne m'avait jamais dit. Et c'était sa chambre. Chaque fois, je lui disais, mais comment tu as pu déménager et abandonner ta chambre jusqu'à ce que c'est un petit qui vient dormir là-bas? Tu as laissé un grand lit. Il avait un lit de près de 4 places, un très grand lit. Ce lit, il me disait qu'il avait acheté ce lit à près de 400 000. Un très grand lit avec un bois très rare. Oui, il avait tout abandonné et tout et tout. J'ai dit, mais tu as abandonné tout pour aller te refaire une nouvelle vie et tu me dis que tu vas déménager encore. Peut-être tu as acheté un nouveau lit là-bas, un nouveau salon, tout, en fait, un nouveau tout. Comment tu vas encore? Et il y avait certains de ses habits qui étaient encore dans la chambre. Donc, il s'est levé un matin, il a fui la chambre. Il me dit, lui explique, mais je dis, gars, je vais t'expliquer un truc. Je te dis que j'ai vu des scènes dans la chambre, là, je ne comprends pas. La maison, là, je ne comprends pas. Je dis, je me lève le matin, machin, machin, machin. Entre parenthèses, avant d'arriver là, avant même que la dame ne vienne se coucher près de moi, un bon matin, je me réveille à 6 heures. J'étais très pressé parce qu'il fallait que j'aille au bureau faire certains rapports que je n'avais pas pu faire un dimanche. Il fallait que je le fasse lundi très tôt le matin. Je suis en train de me laver les dents. Je me lave les dents. Je suis placé là, debout dehors. Puisqu'à côté de nous, il y avait une petite forêt avec des bambous de Chine. Quand je regarde avec attention, non mais je vois d'abord une croix piquée là, une croix devant, piquée là dans la brousse. Je regarde, je me rapproche légèrement, je regarde, je remarque que mais c'est une tombe. Je dis mais ouais, comment on peut venir enterrer quelqu'un? Ça c'est ce que je me dis dans mon esprit, que comment on peut venir mettre quelqu'un, on l'abandonne loin. Après quand je regarde, j'avance encore bien. Bon là, quand j'avance, je suis pas arrivé loin là-bas. Je pour mieux d'attention puisque il y avait légèrement un petit brouillard. Je regarde, c'est tout un cimetière. Seigneur Jésus. J'ai dit merde. Il y a un cimetière ici. C'est là où je m'en vais. J'avais une copine à qui, bon, ce matin-là, bon, quand j'ai dit, mais il y a un cimetière ici, les autres étaient encore couchés. Je ne pouvais pas les réveiller pour leur parler. Du coup, moi, je pars au travail. Après, j'ai parlé de ça à une copine. Elle me dit, ah, là où vous êtes là. Non, hey, c'était un cimetière là-bas même, un cimetière familial. Le monsieur qui a construit la maison là, il a juste discuté le terrain avec sa famille. Il a déterré des corps, il a fait ceci, il a fait... Merde! Le soir là, j'étais glacé. J'ai dit, mais quand j'arrive, je parle de ça aux collègues. Les collègues disent, ah, car non. Nous, on nous a dit que non. Les voisins ont dit que non, c'était pas un cimetière. La fille t'a menti, elle t'a trop pimenté l'histoire. C'était juste, il y avait une tombe de son grand-père ici qu'on a juste enlevé ou machin truc. Bon, ils m'ont étouffé avec une fausse histoire et j'ai compris.
J'ai pris. Voilà, je reviens quand j'expliquais donc l'histoire à mon ami qui était comme un frère du village, qui était au frère du village aussi. Le gars, c'est là où il me dit, je vais te dire la vérité. Là, moi-même, j'ai fui là-bas parce que l'esprit m'avait giflé. J'ai dit que merde, l'esprit t'a giflé. Il me dit oui, l'esprit m'avait giflé. Il y a même un hibou qui était entré là pour venir piquer la femme de l'autre voisin, machin truc. Il m'a raconté tout un tas de trucs. Il m'a dit qu'il a bagarré les dents là avec les esprits, puisque son pasteur lui donnait des petits trucs spirituels là. L'esprit ne tolérait pas ça. L'esprit l'a giflé jusqu'à ce que la bouche a légèrement, la mâchoire légèrement décalée. C'est là où il a fui pour aller se faire soigner dans la ville voisine. Et arrivé là-bas, le gars a demandé une fois l'affectation, il est calé. J'ai dit que Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe ici là? Vous cachez ces histoires-là. Vous ne faites pas des rapports à la société. Faites des rapports pour que la société trouve un autre domicile. Mais vous vivez là dans un royaume d'esprit ici et vous ne parlez pas comment. C'est là où je dis que, mais, ok, il me dit que, gars, ce que je vais te conseiller, moi, un temps, ça marchait. On va aller, je vais te présenter au pasteur, en fait, l'homme spirituel. C'était un monsieur spirituel, comme un prêtre exorciste. Oui, mais sauf que c'était pas un prêtre, c'était un exorciste, en fait. Oui. Il va juste te donner certains produits, tu vas juste asperger dans la chambre, machin truc, tu te laves avec d'autres et tu te couches. Voilà, machin truc. Même le drap sur lequel ça s'est couché, tu laves avec l'eau bénite, si, machin. Tu laves, tu trempes tous tes habits avec l'eau bénite et tu restes, tu passes tranquille. Voilà, quand on descend, on part rencontrer le monsieur. En fait, je fais même tout ça un temps, je m'assieds, je m'assois là, je me dis, mais je dis, hein, c'est une maison que j'ai conçue ou bien j'ai achetée. Je ne peux pas mais je déménage maintenant. De là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'arrive, on me donne des produits. J'ai payé peut-être à 30 000 comme ça. Beaucoup de produits. Ces produits, c'est vrai, ça m'avait beaucoup aidé. Même plus tard, j'achète des produits, j'arrive le soir là. Quand le produit d'abord, j'ai oublié même le sac en route au moins 3 fois. C'est comme si quelque chose entrait dans ma tête. C'est-à-dire, on s'assoit peut-être là, on mange un peu la viande, on boit une bière. Je me lève, j'abandonne le produit là. On part. C'est quand j'arrive à l'agence, ce que j'ai dit, non, mais j'ai oublié le sac. Dans l'agence encore, dans le bus encore, j'ai oublié le sac quand le bus me laisse. Je suis obligé, heureusement, d'appeler quelqu'un avec qui je me suis rencontré dans le bus. Il stoppe le bus, je prends la moto, je m'avais récupéré le produit. J'arrive encore au bureau, j'oublie encore le produit sur la table, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je puisse arriver à la maison avec le produit. Quand j'arrive à la maison avec le produit, je fais tous les rituels qu'ils m'ont demandé de faire. Ça veut dire l'eau bénite, je trempe les machins, je fais ceci, je mets dans mon eau, je me lave, j'asperge le sel partout. Je fais une petite prière, je fais des vœux. Et quand je me suis couché, quand je me couche pour dormir, quelques minutes, je dis, je ne sais même pas où. Il y a une façon, c'est comme dans des films quand on regarde, par exemple, si vous avez vu Constantine, quand le diable arrive, le temps s'arrête. C'est-à-dire, tu ne sais pas, quand tu reviens en toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais tu sais qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Donc, quand je me couche là, du coup, je suis parti dans un sommeil immédiat. Ah. Je n'ai même pas fait, c'est-à-dire, je ne sais même pas si j'ai fait 5 minutes ou si j'ai fait 30, je ne sais même pas. Mais je sais juste que immédiatement, je suis entré dans un profond sommeil, mais que j'étais toujours conscient, mais je ne pouvais pas bouger. C'est là où la dame, bon, quand je dis la dame, c'était une dame, oui, une grand-mère. C'est là où l'esprit arrive derrière moi. Il me tire. Il ne parle pas. J'entends seulement les pleurs. Il me tire. Regarde-moi. Je dis, je te regarde que quoi? Je suis en train de me débattre. Je dis, Seigneur Jésus, libère-moi. Regarde-moi. Jusqu'à me tirer totalement au niveau de la tête. Jusqu'à je l'ai vue. Quand je la regarde, elle était en pleurs. En train de pleurer maintenant. Elle tire ma tête pour que je l'embrasse. Seigneur. Elle tire ma tête. Je dis que, oh, laisse-moi. Feu sur toi. Ça, c'est ce que je suis en train de parler dans mon... C'est-à-dire, je ne sais même pas... Je me souviens de tout ce que je disais et tout ce qui s'est passé, mais gestuellement, je ne sais pas, je ne le faisais pas, puisque quand je suis sauté, c'était comme si je dormais. Mais là, elle dit, viens, elle est en pleurs là, comme si elle est trempée.
avec de l'eau sur elle et tout et tout. Elle pleure, elle me tire, elle veut m'embrasser. C'est là où je dis, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Je la pousse. Quand je l'ai poussée, c'est là où je reviens à moi. Quand je me lève, je m'en vais, je vois le voisin et je dis, voisin, tu sais, je pars de cette maison aujourd'hui. Là, aujourd'hui, alors c'était la magie. L'Angala est venu maintenant seulement. Donc, c'est comme si le machin là seulement alors appelé tout ce que le père là m'a donné. C'est comme ça là seulement appelé que viens. C'est là où je me lève, j'appelle mon ami là, je dis, monsieur, bon, je pars. Je suis resté au service une bouteille de whisky dans la chambre. J'ai pris la bouteille de whisky, je me suis assis. J'ai commencé à boire, à boire, à boire, à boire, à boire jusqu'au matin parce que je ne voulais plus dormir. J'ai appelé mon ami là, j'ai dit, assieds-toi, assiste-moi parce que si tu me laisses même seul ici, gars, je ne veux même plus dormir jusqu'au matin. Et notez que ce n'était pas tellement rapide que ça. Je subissais des trucs entre-temps au point où ça a failli me rendre alcoolique. Là, alcoolique, vrai, vrai. Mais c'est vrai que je rentrais parfois, que j'ai bu une bière, deux bières, juste pour tu as un peu de fatigue et tu te couches, tu dors. Mais là, quand j'avais remarqué que quand je rentrais étant bien sous, je dormais jusqu'au matin. Mais si je rentre et que je suis lucide, elle va venir et je vais ressentir sa présence. Donc j'étais obligé maintenant de me saouler chaque soir. J'ai fait ça peut-être pendant 2 semaines. Je vous assure, je devenais déjà chaque soir, j'étais obligé de me saouler. Il fallait boire au moins 7 bières. Rentrer étant ivre pour parvenir à dormir, pour me réveiller le matin. Mais quand je rentrais dans ma lucidité, je voyais, j'avais toujours des petites attaques, je la voyais passer, des petits trucs et tout ça, et qu'on sort, oui, machin, truc. Là, je me suis levé. Quand j'ai appelé mon ami, j'ai dit, tu sais, je te reprochais d'avoir laissé les choses ici. Moi aussi, je suis entré, j'ai seulement porté mes appareils de travail. J'ai pris, bon, j'avais les habits qu'il y avait sur moi. J'ai pris juste une chaussure là que j'avais acheté un peu très cher. J'ai abandonné tout là. Tout, parce que tout, même le lit, j'avais abandonné tout. Tout, même le tapis que j'avais mis au sol, j'ai tout laissé. Je suis parti ailleurs, j'ai pris une autre maison sans dire rien à personne. Quand je suis parti là-bas, j'avais la paix. Tout se passait très bien. Après, bah, du coup, bon, même là-bas, c'était un genre, parce que là-bas, malheureusement, c'était un immeuble nouvellement construit. Et quand j'arrive là-bas, je remarque que il y a le premier niveau est déjà totalement plein. Le deuxième niveau qui est en train d'être occupé. Et moi, j'étais le premier occupant. Donc, ce qui fait que là-bas, dans la nuit, c'était toujours comme s'il y a des marches dans le couloir, des couloirs pour venir. J'ai demandé l'affectation et j'ai fui la ville, je suis rentré. Je n'ai plus jamais ce genre de soucis-là. Donc, c'était un peu ça mon histoire vécue personnellement. Je sais pas, peut-être ça ne va pas édifier quelqu'un, ça ne va pas instruire quoi que ce soit, mais juste que ça instaure la méfiance. Ça veut dire vraiment, quand vous souhaitez vraiment vous installer quelque part, il faut toujours, surtout soit inspecter les lieux, être très curieux. Oui, être très curieux, c'est ce qui m'a manqué. Mener des enquêtes sur le logement, ça veut dire parfois poser des petites questions, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous dire la vérité. Il y a des gens qui vont toujours, c'est-à-dire que vous arrivez, au lieu de vous dire que là où tu parles, le précédent occupant peut-être avait son enfant qui tombait toujours malade, ou bien le précédent occupant était parti parce que il se plaignait des attaques spirituelles, ou bien machin. Donc des petits trucs comme ça là. Oui. C'est très important de toujours mener une enquête autour du logement où vous voulez occuper, surtout pour des personnes locataires, des personnes qui subissent des affectations, machin, truc et tout ça. Ok, merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ramzi et ceux qui connaissent la ville de Ngaoundéré doivent certainement me connaître. D'emblée, je voudrais dire que la gestion d'une boîte de nuit est très compliquée, mais surtout en Afrique. Je le dis pourquoi, parce qu'il fut une fois, j'étais co-responsable d'une boîte de nuit à Ngaoundéré. Alors,
Quand nous avons pris la boîte de nuit à un monsieur qui ne voulait plus faire dans ça, je m'étais dit, quand j'ai eu cette proposition, que ça devait être une très belle activité rentable. On a investi quelques millions, on a approvisionné, et puis là, on s'est dit, place à l'argent, on est bien connu dans la ville et les affaires vont donner. Sauf que, lorsqu'on fait des investissements, chaque fois qu'on fait des ventes, on fait des ventes à perte. Ça veut dire il y a quelques clients qui viennent malgré qu'on vend. On se rend compte que lorsqu'on paye les employés, lorsqu'on paye les charges, on a un solde négatif. Les gens ne fréquentaient pas la boîte de nuit qui d'habitude était vraiment fréquentée. En plein boîte de nuit, quand les gens dansaient en pleine soirée, ce sont des baffles qui explosent. C'est les courts-circuits en plein samedi et tout. Quand les gens dansent du feu dans la boîte de nuit, c'est des gens qui paniquent, qui partent et qui ne reviennent plus. Et le peu de clientèle qu'on avait, parce que du lundi pratiquement à jeudi, on avait à peine 10 clients. Le peu de clients qui venaient le week-end commençait à partir. L'investissement qu'on avait eu à mettre, qu'on avait dépensé, on perdait l'argent au fur et à mesure et il fallait remettre l'argent et penser des stratégies. Nous avons pensé des stratégies. On a mis en place, on se disait que ça devait être le plus meilleur. On avait fait les programmes comme ça se fait dans des boîtes de nuit, les vendredis sans caleçon, les samedis string, les jeudis en blanc, peu importe, tous les modes qu'il y a dans les boîtes de nuit là. Et c'était des échecs, alors que c'était des concepts qui marchaient ailleurs. On avait fait toutes les innovations possibles, mais rien. J'ai contacté un jour, avant de contacter le proche, j'ai commencé par utiliser des astuces traditionnelles avec mes partenaires. Laver la boîte de nuit avec du citron, parfois verser du sel. Quand on le faisait, on voyait quelques clients qui revenaient et quand on ne le faisait pas, plus personne. Un jour, mon partenaire est revenu. Je pense qu'on était un mardi. Le lundi, on avait lavé la boîte comme il faut. On n'ouvrait pas le lundi. On avait lavé comme il faut toute la boîte. On avait fermé. Le mardi, mon partenaire arrive. Il voit les paquets de viande pourrie dans la boîte. Inquiet, il nous appelle qu'il ne comprenait rien. Il dit c'est moi qui rentre avec des clés. On avait lavé partout. Mais je suis surpris de voir des paquets de viande pourrie ici dans la boîte et au plein cœur de la boîte de nuit, alors qu'il n'y avait pas ça la veille le jour qu'on partait. On a commencé à s'inquiéter, commencé à s'alarmer. Dès ce jour, les gens sont venus commencer à faire des propositions bizarres. J'ai décidé un jour en bon bantou de savoir ce qui n'allait pas avec mon activité parce que j'avais mis beaucoup d'argent. J'ai parlé avec un ami qui est certainement en train de m'écouter, un ami du côté de Douala. Il m'a dit, écoute, Ramzi, je vais t'amener chez un monsieur qui est voyant, qui fait des choses naturellement, qui peut t'aider à voir clair dans ton activité, ce qui ne va pas. Dans le désir de voir mes affaires marcher, de voir mon investissement de plusieurs millions aboutir, je lui ai dit, ok, allons-y, je suis prêt à voir. Mais sauf que, quand on arrive chez le monsieur, j'arrive d'abord dans un endroit bizarre, avec des habits rouges par-ci, des machins par-là. Je commence à avoir frayeur.
je fais un message à ma mère pour l'expliquer la situation. Ma mère me dit, il faut que tu partes de là rapidement. Nous ne sommes jamais partis chez les gens comme ça. Et je ne suis pas d'accord que tu te trouves comme ça. Si cette activité ne donne pas, tu as perdu de l'argent, tu fermes, tu avances. Ce jour-là, c'était plutôt une coïncidence, ma mère qui m'avait appelé, puis je lui ai dit où j'étais. Ben, comme j'étais déjà devant le monsieur, je ne voulais pas partir comme ça, j'ai quand même décidé d'écouter, ben, conscient que je ne devais rien faire d'immoral. Le monsieur me dit, il fait des trucs dans plein de boîtes de nuit au Cameroun, et que si je faisais la même chose chez moi, je devais avoir la plus grande clientèle de la ville. J'ai demandé au monsieur qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Il m'a dit on devait aller dans la boîte de nuit, creuser un grand trou, immoler une bête vivante, prendre une bête vivante, égorger, verser le sang, creuser un gros trou dans la boîte, immoler la bête, et puis verser tout le sang qu'il y a là-bas. Ou bien, deuxième possibilité, prendre un bœuf, creuser un grand trou, enterrer le bœuf vivant dans la boîte de nuit. Ce jour-là, je suis sorti de là en courant. Je suis parti voir mes partenaires. Je leur ai dit qu'il fallait qu'on ferme la boîte de nuit. On a fermé finalement la boîte de nuit. On n'avait même pas pu récupérer nos investissements. Et c'est comme ça que l'histoire de boîte de nuit était finie. Dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de patrons qui sont bizarres. Dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il m'avait même proposé de même monsieur, ou bien il nous fait des parfums, qu'on parfume la boîte de nuit avec, et que chacun de nos employés, on devait la convaincre de se parfumer avec avant qu'on commence le business. Il avait même proposé de parfumer les bouteilles de bière dans le frigo, de parfumer ceci, cela, avec un parfum qui devait lui donner. À partir de ce jour, j'ai compris que la boîte de nuit n'était pas notre affaire, qu'on était très bon, très honnête pour le faire. Et j'ai immédiatement demandé à mes partenaires qu'il fallait qu'on ferme. Et on avait fermé la boîte de nuit, on n'a pas pu récupérer nos investissements. Au contraire, ce qu'on avait dépensé était beaucoup plus que ce qu'on avait même. On n'a pas pu récupérer nos épargnes en fait. Moi, je voudrais juste sensibiliser des personnes, des jeunes qui veulent s'investir dans ça. C'est que c'est un environnement hyper dangereux, hyper sensible. Et croyez-moi, parfois, on ne se complique pas la vie parce qu'on veut. C'est à cause des mauvais amis qui nous amènent dans des endroits qu'on ne s'attend pas. Et si on n'a pas l'esprit fort, on se retrouve dans les problèmes pour venir détruire nos familles, détruire les gens qui nous sont chers. Je pense que ce fameux jour-là, ma mère, le coup de fil que ma mère m'a passé quand j'étais là-bas, dans cet endroit-là, c'est ça qui m'a sauvé. Peut-être dans le but de gagner l'argent, je devais me dire que c'est juste un animal qu'il faut partir enterrer, ça sera, c'est rien, c'est l'animal, ça ne veut rien dire. Et puis tu enterres l'animal, après on commence à te demander des sacrifices, il faut faire des sacrifices pour l'animal qui est là. Ce sont tes proches qui vont, ce sont tes amis, ce sont des gens qui meurent et tout. Et tu te retrouves dans une situation que tu ne peux plus sortir, même si tu t'es retrouvé là-bas innocemment. Faisons juste attention, non seulement fréquentation, mais les boîtes de nuit ne seront pas des longs fleuves tranquilles. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bon, je tenais à raconter mon histoire. Bon, c'est une histoire vraie. On peut dire mon histoire, c'est mon vécu. Mais bon, on peut dire mon vécu, mais c'est pour l'histoire de mon père, mon défunt père. Et on l'a vécu ensemble. On peut dire que l'histoire se passe dans 2 pays, le Gabon et le Cameroun. Parce que mon père, il était gabonais
camerounais. Mon père, il a grandi, il est né ici, il a grandi, il est né au Gabon. Et il n'avait pas connu son vrai père. Son géniteur, il était d'origine camerounaise. Mais il n'avait jamais connu. Il a juste connu son beau-père qui l'a élevé et tout et tout. Mais quand mon père a grandi, il a décidé de partir. Il voulait connaître son vrai père, donc il a demandé à sa mère. Sa mère l'a emmené chez son père au Cameroun. Il est allé au Cameroun, là-bas et tout et tout. Il a rencontré son père, ses frères et tout et tout. Mais quelques années plus tard, il était toujours là, il faisait les va-et-vient. Il vivait au Gabon, mais les vacances, moi aussi je partais au Cameroun avec ma mère. On partait voir ses parents, nos parents du Cameroun. Et on avait pour habitude d'aller dans le village. C'est Bam, si je me rappelle bien. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas mis pied là-bas. Et maintenant, une fois, vu que moi j'ai les dons de vision, j'ai demandé à mon père de ne pas voyager, de ne pas partir au Cameroun. Parce que je savais que quelque chose devait se passer. Que malheureusement, il ne m'a pas écouté. Il est allé au Cameroun. Et quand mon père est parti au Cameroun, malheureusement pour lui, ses propres frères avaient déjà décidé de lui vendre, de l'offrir en sacrifice. En échange de quoi, je ne sais pas. Donc quand il est parti, il a commencé à avoir des trucs bizarres. On l'a balancé au fusil nocturne à la poitrine. Après, on l'a soigné là-bas. Ils ont décidé de faire une fête et tout, soit disons pour l'anniversaire de leur père. On l'a mis malheureusement au poison avec quelque chose, avec des choses qu'ils ont décidé de faire et tout et tout. Il est revenu à Libreville. Quand il est revenu au Gabon, ça n'allait pas. Le premier mois qu'il est arrivé n'allait pas. Tous les jours, il pissait le sang, il cabinait le sang. Et son anus sortait. Tout le temps, il était malade. On l'emmène à l'hôpital, ça ne va pas. On l'emmène à l'hôpital, il n'y va pas. Il fait qu'il m'écrire. Je raconte même l'histoire, j'ai les larmes aux yeux. Il faisait qu'il m'écrire. C'était le poisson et les choses qu'ils ont eu à faire comme il était au Cameroun. Quand il était comme ça, il n'a même pas duré même. Il a fait 6 mois peut-être. Après, il est décédé. Mais le jour de son décès, le jour qu'il devait décéder, son frère l'a appelé par appel vidéo. Ils ont eu à parler. Son frère a eu à lui dire ce qu'il devait lui dire. Quand dans on l'avait demandé de dire un truc, je sais pas trop parce que c'est la femme qui était dans la même chambre qui était dans la même chambre que mon père qui nous a dit ça, qu'il a fait l'appel avec une personne et la personne là c'était mon oncle et il a eu à lui dire une parole. Après la parole, je vous assure que mon père n'arrivait plus à rien faire. Il était devenu allongé. Il était maintenant allongé. Il cabinet sur place, il pissait sur place. Après, quelques heures après, il est décédé. Quand il est décédé, tous les jours, je n'arrivais pas à faire un jour sans voir mon père. Je n'arrivais pas à faire un jour sans voir mon père. Un jour, bon, d'où les rêves en fait. Je n'arrivais pas à faire un jour fermer les yeux sans voir mon père. Jusqu'à ce qu'on allait faire, ce qu'on a eu à faire et on a vu que c'était son frère qui l'avait tué. Et il n'a même pas assisté à la veillée ni à l'enterrement. Parce que s'il assistait à la veillée ou à l'enterrement, s'il voyait même le corps de mon père, il devait suivre. Mais non, on l'a laissé, puisque mon père est décédé, ça fait il y a 4 ans aujourd'hui, parce que j'ai un enfant.
Et il m'a laissé avec une fille de 4 mois quand il est décédé. Ma fille a 4 mois, 4 ans aujourd'hui, donc ça veut dire que ça fait 4 ans qu'il est décédé. Comme il est décédé, comme il est décédé, après maintenant, quand on a vu que c'était mon oncle, on l'a donné 2 ans pour libérer mon père. On l'a libéré. 2 ans pour libérer mon père et tout. Ils l'ont libéré jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure que même moi-même, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. J'ai vu mon père de mes propres yeux. Mais à chaque fois que je le vois, il disparaît. Et beaucoup de gens viennent à la maison me dire que ils croisent souvent nos pères. Si, on l'a vu, si, ou on l'a vu dans telle ville, on l'a vu dans telle ville. Vraiment, c'est... Bon, c'est la première fois que je raconte une histoire et je stresse un peu. J'espère que vous allez aimer et partager mon histoire parce que je veux que les gens, je veux que ses parents sachent que je parle d'eux. Je veux que les gens sachent la vérité sur la mort de mon père. S'il vous plaît, DMG, si vous pouvez même diffuser cet audio, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.